Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show avec votre duo préféré. J'ai nommé moi-même Ali Vador aka Umi Bozu et aujourd'hui c'est moi Orin Bird. Et avec mon binôme des tréfonds du Hood, ABD Scofield aka TK Johnson. Et aujourd'hui on va parler d'un épisode particulier car c'est un de nos rappeurs préférés à moi et ABD. J'ai nommé Earl Simmons aka The Dog aka DMX. Jingle. Our guys inside said it took about 50 kilos of heroin. Someone's having a party tonight. In the city's most corrupt precinct, You used to work for internal affairs. How'd you know who you could trust? two honest men are about to bring justice to the law. I want to catch all these guys at once. Stick it to them. Exit wounds. Petit fou putain! Jack Black. Who are you? What are you, some type of kung fu James Bond? We can help each other. Comment ça va ABD? Moi, ça va tranquille, hein. Comme tu sais, celui-là, je l'attendais. Et toi? Ouais, c'est toi qui l'as suggéré, donc j'ai kiffé direct quand t'as proposé le truc. Honnêtement, jeunesse lycéenne, en mode ghetto, tout ce qu'on aime, quoi. MP3, 14 titres maximum. Voilà. Il Et y en a- sale version téléchargée. Mais ça va, tu vois, surtout quand t'avais celle censurée, t'étais dégoûté. Ah là là. Tranquille. Ça, Et les bon, potes. aujourd'hui, on a décidé de parler de deux films de DMX. Parce que nous, on aborde les films. Donc, DMX, c'était vraiment un de nos mentors perso dans le hip-hop. Moi, perso, j'ai vraiment apprécié à écouter du hip-hop grâce à lui. Et on a choisi Hors Limite et En Sursis. Parce que c'est les deux films qui ont fait le buzz au ciné. Et surtout à l'époque, depuis Tupac, il me semble, qu'il n'y avait pas d'engouement sur un rappeur qui sortait des films au ciné. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'il a eu deux bonnes têtes d'affiche, Steven Seagal et Jet Li. Donc, moi, ce que je te propose à BD, c'est qu'on commence à parler de Hors Limite. Let's go. Bah, déjà, Hors Limite, réalisé par Andrzej Bartkowiak. Est-ce que je l'ai bien dit avec l'accent? D'ailleurs, celui qui réalise les deux. On a Steven Seagal, DMX, Michael J. White, Isaiah Washington. Pour ceux qui savent pas, c'est monsieur qui joue dans Grey Anatomy. Anthony Anderson, Tom Arnold. Mention spéciale pour moi, BD. Bill Duke, a.k.a. Razorman dans Predator. Putain, j'avais même pas capté. Hein? J'avais même pas capté, hein, le revenu Renoir, là. Ah ouais. Ouais, c'était mon goth, lui. Ah, il a mal vieilli, en vrai, parce que il est stylé dans Predator. Hein. Attends, on va y venir. À la musique, Dame Grise, qui s'occupe principalement de l'OST, qui a produit toute l'OST, qui est Et qui est Blackman. Blackman, ouais. Box office, le film, il a coûté 33 millions de dollars. Il en a rapporté 80 millions US mondial confondus. Donc, c'est un bon succès pour l'époque. Et en vrai, bah, ABD, t'en as pensé quoi, toi, d'Hors Limite? Alors, limite, moi, c'est celui dont j'avais le moins de souvenirs. Peut-être parce que je suis pas fan de Steven Seagal. En le revoyant, je me suis dit, ah, bon, c'est un film qui, à l'époque, je pense que j'avais aimé. Mais là, j'ai trouvé que Steven Seagal, il était un peu vieux. Et voilà, mais c'est pas un mauvais film. Il y a de l'action, ça tente plein de choses. Donc, et ça m'a fait rigoler. Donc, voilà, pas mal pour moi, tu vois. Bah, pour moi, Hors Limite, en vrai, c'est devenu un nanar. Franchement, je l'avais vu à l'époque au ciné. Et c'était le retour de Steven Seagal au cinéma. Depuis, je sais plus c'était quoi son dernier film. Et en plus DMX dedans. Je commence à connaître le gars, tu sais, parce que
ces sons de la street, ils commençaient à passer beaucoup, tu sais, dans les battles de breakdance et tout. Tu sais qu'à Sergi, à l'époque, il y en avait beaucoup des battles. Ouais, surtout. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce mec. Et j'ai dit non, faut que j'aille le voir. Il y a un mec que je kiffe, Steven Seagal, par rapport à ses films, et un mec que je commence à kiffer, DMX. Donc là, moi, je suis hypé de fou. Et là, quand je l'ai revu, eh ben, c'est un nanar, frérot. L'histoire, elle est bidon, j'ai fait que rigoler en vrai. Et ça m'a fait de la peine de me dire, ouais, je vais devoir fumer un film de ma jeunesse que j'avais kiffé, tu vois. Mais justement, c'est parce que c'est un nanar qu'il est bien. Ouais, mais moi, quand je l'avais vu, tu sais, j'ai kiffé parce que il y avait de l'action. Dans mes souvenirs, le film était très bien, très, très bien. Franchement, je regrettais rien, tu vois. Mais là, tout est nul, vraiment, tout est nul. Et c'est principalement pour moi la faute des acteurs. Et on va se les fumer d'ailleurs, les acteurs. Ah non, tout le monde joue mal, hein, c'est dingue. Hein. Ah non, je vais commencer par le GOAT, monsieur Steven Seagal. Ah, voilà. Moi, je vais m'occuper de sa gueule parce que je lui mets 0 sur 10. Et vraiment, je lui mets 0 sur 10. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est censé être son comeback, tu vois. Le gars, il est fatigué. Il a le cardio 0. Et franchement, c'est vraiment... Il veut être partout dans tout le film. Ça veut dire que tous les autres acteurs, ils sont éteints. Tu vois, ils sont réduits au second plan. Et je trouve qu'il force. Il force avec son style de combat d'aïkido qui est fatigué, qui est pas mis à jour. Et il commence à faire des comment on appelle ça? Avec des scènes d'action avec le câble et tout, c'est vraiment nul. Le gars, il y a Matrix qui est sorti. Il y a Mission Impossible 2 qui est sorti. Il s'est pas dit, tiens, je vais réinventer le truc, ou je vais faire des trucs sympas ou l'eau. Rien du tout. Il a dit, j'arrive, je mets 2-3 coups de gorgette sur la nuque, je pète 2-3 bras. Et encore, je trouve qu'il n'en pète pas beaucoup dans ce film-là. Non, ouais, son style, il est légèrement différent. Ouais, donc moi, vraiment, déception, Steven Seagal, 0. Ouais, mais il peut pas avoir plus que 0. De toute façon, il est complètement éteint et surtout, son personnage, il est pas posé, quoi. Il arrive de nulle part. Comme t'as dit, en fait, il pop à chaque fois dans les bons endroits. Il joue des scènes de charme où il est censé avoir un charisme, mais il est mal habillé, il a des grands vêtements, ça se voit qu'il commence à prendre du gras. On voit qu'il est doublé quand tu mets des coups de pied. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est vieux chassé et tout qui m'est fatigué. Oh là là. Mention spéciale à tu sais, la scène dès le début du film où il se fait braquer avec un gun. Et genre, je sais pas, il arrive à capter la détonation, il bouge sur le côté, il met un pied au sol, il fait une espèce de pas de breakdance. Et boum, le mec, il allume. C'est incroyable, ça. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? T'as pas besoin d'utiliser les câbles, mec. Ah, et plusieurs fois, il les a utilisés. Et c'est presque visible. Ouais. Et c'est grotesque, même. Ouais, c'est... La scène d'action du début, quand il sauve le vice-président, elle est parfaite. C'est du Steven Seagal qu'on aime, gunshot et tout, il allume tout le monde. Les gars, il y a une équipe de super terroristes, bien entraînés, mais lui, il arrive avec un gun, une espèce de tu sais, les petits guns Uzi, je sais pas comment, tu sais, la ouais, c'est ça, les automatiques, là. Il allume tout le monde. Les mecs, ils sont en Uzi, hélicoptère, il allume tout le monde, à lui tout seul, sauf le vice-président. Tu vois, ça, c'est de l'arrogance Steven Seagal pure qu'on aime, hein, tu vois. Ouais, en plus, tu vois, Steven Seagal, c'est piège en haute mer, c'est tout ça, et c'est souvent des gunfights où, à la fin, après, il y a un duel à l'épée, et de temps en temps, il va désarmer, il est pas dans les coups de pied ou voilà, il a un style particulier. C'est pas Jean-Claude Van Damme. Au corps à corps, tu sais, avec des armes et tout, il est fort. Mais ça, tu vois, on y reviendra d'ailleurs. Ouais, tu vois, ça, y a pas de souci. Et c'était vraiment le mec, à moi tout seul, j'élimine des terroristes. Et tous ces films sont comme ça, hein, quasiment. Même quand il démantèle un gang à lui tout seul, etc. Mais je crois qu'il a quasiment une trilogie sur piège en haute ou je sais pas quoi. Genre où à chaque fois il est seul, un peu comme Bruce Willis, mais il avait le cardio et le physique qui permettait qu'on y croit, qu'on se dise, lui, ce mec-là, c'est tellement un pro, il va tuer tout le monde. Ouais, mais bon, après, il arrive à la fin de l'ère des années 2000, tu vois, donc c'est là que tout le monde s'est éteint, hein, comme on le dit, on le redit, tout le monde est passé par la case, ça y est, vous êtes fatigués, les gars, changez, on arrive dans un nouveau délire, les gens sont plus fans des films thriller, enquête, etc. Donc vos films d'action de l'époque, où vous allumez tout le monde, bah c'est fini. Et puis il y a John Woo qui est passé par là avec Matrix, etc. Ouais. Les nouveaux héros du cinéma d'action, c'est Keanu Reeves et toute la bande.
qui sont graves sur le modèle hongkongais un peu aérien, coup de pied. Et lui, Ils ont mélangé l'acting qui est terrible avec des films pétés, mais comme les mecs, ils ont un charisme et tout, bah tu vois, ça embellit le film, tu vois, dans certains films qu'ils ont fait, c'est pas forcément des films de ouf. Et les scènes d'action aussi sont terribles aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais là, Seagal, 0. Pour moi. 0 pour moi aussi. Ensuite, bon, on a DMX, c'est son deuxième film. Après avoir fait Belly, mais Belly pour moi, c'est plus un film de quartier, tu vois. Ouais, c'est un grand clip. Ouais, c'est un film de quartier, tu vois. Et Ouais. lui, là, je lui mets 6 sur 10. Parce que, tu vois, son jeu d'acteur, il est pas ouf. Il y a des moments où il regarde la caméra. Tu vois, d'ailleurs, beaucoup dans le film où t'as plein d'acteurs qui croisent la caméra. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Et il tient tête à Seagal, hein. Franchement, c'est super bien. Moi, je trouve qu'il lui tient tête. Mais comme Seagal, il est arrogant et il parle que de lui, il a pas vraiment d'échange avec DMX. Tu vois, DMX, c'est juste plus un mec qui le regarde, qui lui rétorque des réponses. Ouais, moi, j'ai noté aucune alchimie entre les deux acteurs, en Ouais. fait. Et... C'est le problème. C'est que déjà, DMX, il est limité dans ses dialogues et la plupart des dialogues qui sortent, c'est des dialogues pour faire avancer l'intrigue. Et Seagal, il lui rend pas l'appareil, tu vois. Il est en train de lui dire, ouais, gros, vas-y. Moi, je suis Seagal, toi, t'es DMX, reste à sa place. Toi, tu viens de la rue, moi, je fais des films. Il Il y n'y a a, un grand... pas de grand frère sur rôle de grand frère. Et il y a un grand conflit générationnel dans ce film. Tu le sens Ouais. tout de suite. Et tu sens que c'est Seagal avec les autres. C'est pas un film où c'est un mélange, voilà. Mais pourtant, Seagal, tu vois, c'est un musicien, donc je sais pas, il y aurait peut-être eu un respect ou je sais pas. Ouais, je me demande s'il n'y a pas eu de tension dans le tournage, parce que ça se ressent un peu dans l'acting et tout. Ouais, c'est très distant, il y a rien, quoi. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Maintenant, c'est pour ça que si Seagal aurait été plus correct, je pense que DMX aurait mérité mieux. Mais je trouve qu'il se démerde bien. Perso, hein, je trouve qu'il se démerde bien dans le film, honnêtement. Mais voilà, déception. Moi, je suis Michael d'accord. J. White. Je suis d'accord avec toi pour DMX, mais je pense que DMX, le grand souci, c'est surtout son personnage. C'est pour ça qu'on lui met pas une note maximum. Il joue comme il peut, mais il est coincé entre, entre le voyou et le nerd. Donc, du coup, son personnage, il passe pas et c'est pour ça que t'arrives pas à lui donner une meilleure note. Ouais, parce que son personnage, il est nul. Il est faut mal passer écrit. comme un grand dealer de la côte ouest. Et en même temps, tu vois que c'est une couverture pour démanteler le réseau. Et en fait, lui, c'est un grand nerd qui est multimilliardaire. Exact. Donc, ce qu'on comprend à l'ère d'Internet à l'époque, le gars est multimilliardaire. Mais comment ça se fait que aucun article de je sais pas, Times Magazine et tout, si le mec est multimilliardaire, il aurait été affiché dans des Ouais, tu magazines sais, c'était ou une à la télé. référence au mec de Mega Upload, là, que personne ne voyait, et qui avait Ouais. tout pété en 2000. Notch, là. Ouais, je pense que c'est ça. Mais Ouais, bon, ouais. regarde, Moi, même une incohérence encore, tu vois. Quand ils vont acheter la Lamborghini dès le début du film, ouais. Anthony Anderson, Ticket, il met quoi? Il met le son de DMX dans la voiture. Mhm. Donc, à aucun moment, les mecs, les vendeurs de voitures ou ce que tu veux, ils se sont dit, putain, gars, tu ressembles à elle, la Trail Walker, elle ressemble pas à DMX. Tu vois, genre, si tu Ah mets ouais, du c'est son de vrai. DMX, logiquement, tu connais DMX dans le film, tu vois. Ouais, il est dans l'univers étendu du film. Ah ouais, et donc, personne ne le connaît. Genre, le gars est inconnu dans les réseaux, de la police parce qu'il a changé de nom. Mais sa gueule, tu sais que c'est un mec qui a fondé un site internet de ouf, qui est multimilliardaire. Genre, personne ne le connaît. Et Ouais, tu non, sais qu'en parallèle, c'est DMX parce qu'il passe sa musique dedans. Tu vois, c'est vraiment Anthony Anderson, hein, c'est pas la BO. Tu vois, il met la Ouais, cassette, c'est n'importe poste, quoi. il met play. Et aucun ne s'est dit, tiens, le gars. Quand il dit Miss Johnson a un gros cul. Ouais, Ouais. c'est celle-là, cette séquence. Donc, ouais, il y a des occurrences de fou. Sinon, Parce que moi, je lui mets pas 6, je lui mets 7. Parce que je trouve que c'est pas de sa faute, pour moi. Ouais, c'est pas de sa faute, c'est clair, mais cette scène de combat m'a déçu un peu aussi. C'est pour ça que je lui mets 6, ça. Ah oui, après. Bon. Michael J. White. Ah, Notre gars sûr. ah. Franchement, lui, il est né à la mauvaise époque. Je vous dis la vérité, ce mec-là, il est né à la mauvaise époque. Honnêtement, il aurait pu faire partie des mecs
des 2000. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont éteint. C'est vrai qu'on se penche sur sa carrière à ce fumier. Je comprends pas, mais je pense que c'est Spawn, hein, mais bon, bref. Spawn aussi, je pense aussi. Ouais. Donc, c'est compliqué. Pour moi, je lui mets 8 sur 10. Franchement, Ah, j'ai envie de t'applaudir, là. Merci. il est peu présent. Vraiment, tu le vois très peu dans le film. Mais dès qu'il a ces petites scènes, tu sens une évolution directe, tu sais, genre avec... il sort des métaphores sur la vie, sur machin, les arts martiaux, etc. Et je trouvais qu'il était, tu vois, il est... Et je pense aussi, il met une petite pression à Seagal quand il arrive, tu sais, dans la scène dans le vestiaire, et que lui, il arrive torse nu, tu vois, il bloque, Ouais, il bloque. la main avec son bras, tu vois, et tu vois le biceps saillant. Pour moi, c'est une mention spéciale à Van Damme, franchement. Mais bien sûr. Bien Moi, sûr. je vois du Van Damme dedans, tu vois. Je crois qu'il arrive en mode, je suis le Black Van Damme, cassez pas la tête. Mais moi, je suis un vrai combattant. Ça fait aussi écho à, tu sais, la scène dans Predator où il se serre la main et on voit les Oui. gros muscles. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Il bloque comme ça, tu vois. Et il arrive devant Seagal, il lui parle avec lui. Le gars, il est torse nu, il est tracé comme un ouf. Et Seagal, tu vois, il est en caleçon, un vieux caleçon de vieux, tu vois. J'ai dit, ah ouais, je crois que c'est une démonstration de force. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il ait très peu de scènes. Vraiment très peu de scènes. Et surtout, et le gros défaut de ces films-là, c'est que t'as un gars compétitif comme Michael J. White, qui sait se taper, qui est super calé dans les arts martiaux, il a des ceintures noires à tout bas dans toutes les disciplines. Pourquoi tu lui donnes pas une scène de combat avec des mecs où il leur éclate la gueule, tu vois, parce qu'on entend des légendes sur lui comme quoi il se balade dans la rue sans armes et tout quand il est en service, etc. Donc tu dis, le gars, c'est une légende. Mais pourquoi tu justifies pas ça par une scène de combat? Moi, je pense que c'est à cause de l'ego de Seagal. Qui a voulu vraiment... Parce que le film, ça se voit que c'est un hommage, c'est pour lui, hein, c'est son film. Et il brille tout le temps. Et comme tu dis, Michael J. White, ce film-là, il est pas bon pour lui parce qu'il peut pas briller, parce que c'est un antagoniste. T'auras jamais son rival à son niveau. Ça veut dire que il est beaucoup trop fort pour Seagal. Et c'est un peu... S'il aurait mis des scènes de combat, genre le spectateur, par rapport à la scène finale, aurait dit ouais, c'est truqué. Bah, c'est ça qui aurait fait un problème. Par exemple, si on aurait vu Jay White vraiment massacrer, je sais pas moi, les sbires de DMX, là, ses potes, leur mettre vraiment des coups de pied de kung-fu et tout, et qu'après on aurait vu la scène finale, on se dit mais comment il perd? Ouais, c'est vrai. Et le film, il est plus cohérent. Donc, il fallait qu'on voit qu'il est fort, qu'on entende qu'il est fort, mais sans le voir. Et sur ça, ils ont été bons. C'est juste pour protéger le vieux Steven qui avait quasiment 50 balais à l'époque. Sacré Steven. Sacré Steven. Du coup, il nous donne un vieux combat final, quoi. C'est dommage, quoi. Et surtout, il a une vieille mort. Ah, le combat final, je comprends pas. Mais après, j'ai compris l'utilisation des armes. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, Steven Seagal, il a une petite affiliation couteau, etc. Mais par rapport à l'aïkido. Ouais. Exactement. Mais même là, il paraît ridicule par rapport à Jay White qui tape des poses de Shaolin avec l'épée. Parce qu'il y a plein de changements de plan et tout. Donc, ils essaient de te montrer que ça va vite. Mais en fait, c'est ultra lent. C'est lent, c'est camouflé. Ouais. En fait, c'est Jay White qui fait 2-3 sauts périlleux pour montrer que le combat, il est dynamique. Mais Steven Seagal, ce qu'il fait avec l'épée, là, toi et moi, on peut le faire. Il y a rien. Non, c'est vrai. Rien. Steven Seagal est vraiment fort au couteau, je le dis clairement. Et c'est vrai qu'au sabre, il est fort dans tu sais, c'est quoi le film où il se tape avec le gang des Jamaïcains, là? Ah, je les appelle le nom. Désigné pour mourir, je crois. Il me semble, hein. Mais il est bon avec les armes, ouais. Il se bat en 1v1 à la scène finale avec un sabre. Et le gars, il expédie vite fait, donc ouais, je pense, je sais pas si c'était pour ça ou pas, mais. Si, c'est ça, il a, en piège de haute mer, il finit au couteau. Ouais. Il est vraiment bon avec les armes blanches, mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a, en plus, il est gras et tout. Ouais, il est fatigué, quoi. Voilà, il a pas essayé. Bon. Isaiah Washington. Bah, je lui mets, franchement, je lui mets 8 sur 10. Honnêtement. Parce que, déjà, quand il arrive niveau acting, dans Romo doit mourir et il est pas mauvais de fou. Et là, il confirme encore mieux, tu vois, son statut de acteur en devenir, tu vois. Et il a des petites scènes d'action sympas. Et le fait pour une fois, et en vrai, pour une fois, il meurt up. Ça m'a fait plaisir aussi. Il meurt pas, il se mange juste une bastos. Du coup, j'étais content parce que moi, quand je voyais, j'avais zappé, je me disais, est-ce qu'il meurt ou il meurt pas? Parce que quand il montre sa femme avec son gosse. Mon gars, il est venu le chercher avec son enfant. Voilà. Je me suis dit, oh là là, il va mourir.
Ouais, et je vois la scène, tu sais, quand il voit l'espèce d'Allemand qui rentre pour allumer Seagal, là. Ouais. Et je me dis, peut-être c'est là qu'il va mourir et tout. Et en fait, j'avais zappé, il meurt pas, donc j'étais content. Et tu sais, ça m'a fait mal au cœur quand il est venu le chercher parce que je me suis dit, ouais, alors, l'autre gros Ouais. porc, Mais l'autre pourquoi gros tu viens le porc, chercher voilà, t'es célibataire, t'as pas d'enfant, Ouais. t'as rien, on sait pas d'où tu viens. Tu viens chercher le pauvre mec, il est avec une belle métissée à la maison avec un bel enfant. Il a tout l'avenir tracé, tu viens le chercher pour un bourbier. Mais c'est ça, genre, Phénoménal. zéro backup, zéro renfort, je vais ramener lui. Je dis, ouais. Aucune empathie. En plus, il lui dit, viens, il voit que sa femme, elle arrive, il a le bébé dans les bras. Même pas une seconde, il s'est dit, vas-y, non, je te laisse. Non, logiquement, tu dis, tu restes. Ah, Reste. C'est moi, c'est mon. C'est pas comme si c'était Washington qui avait fait le forcing pour venir, tu vois. Ah non. Vaut mieux avoir des ennemis que des amis comme Seagal, hein, parce que là, c'est le charbon. Vous voulez lancer au bûcher, hein. Les gars, ils étaient à 2 pour construire une armée. Hein. Ça, la séquence. C'était le Suicide Squad, il l'a envoyé. Ah, mais Ouais. dinguerie. Donc, moi, j'ai bien aimé, perso, le fait qu'il montre le côté qu'il est fan de Seagal. T'as vu? Il est fan de Seagal. Encore une fois, on appuie sur le... Ouais, le côté, ouais. Tu vois? Et j'ai dit, ok, je suis fan de toi. Vas-y, Le côté légendaire, en fait. Donc, moi, Isaiah Washington, me dit 8 sur 10. Je sais pas pour toi. 8, pareil. Je vais rien rajouter. Tout ce que t'as dit, c'est exactement ce que j'avais noté. Je vais finir avec... non, pas finir. J'ai Anthony Anderson. Qui est... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. J'ai oublié parce qu'il est comme Michael Johnson, excusez-moi. comme il est dans tous les films, je sais plus qui il est. Et parce que c'est toujours le même personnage d'ailleurs dans tous les. Bah, tu vas être surpris. Et ben, je lui mets 10 sur 10, gros. Ah, est-ce qu'on peut couper le podcast là? Attends, je sais. Attends, moi, je vais t'expliquer avec mes arguments. Pourquoi je lui mets 10. alors là, je t'écoute D'accord. attentivement. Pour moi, hein, il sauve le film. Il sauve le film de par l'humour. Vraiment par l'humour. Sinon, le film, il serait plat. Il serait plat de fou. Et pour moi, je lui ai dit par rapport à ça. Et en fait, c'est trop le larbin dedans de DMX, de la Trail Walker, pardon. Et à partir du moment où il essaye de rendre l'appareil à DMX, parce que si tu regardes tout le film, quand les gars échangent, c'est souvent lui et DMX qui échangent, tu vois. Pas lui et Seagal, pas DMX et Seagal, mais vraiment Anthony Anderson et DMX qui échangent. Et à partir du moment où le gars, il veut rentrer dans des scènes tristes. Tu sais, quand il arrive dans la boîte de nuit, il lui dit, ouais, moi, je suis ton larbin. Tu me dis toujours d'aller te chercher de l'alcool, à boire. Etc. Ah, elle était marrante celle-là. Après, il fait la voix d'esclave. Ouais. Non, pas celle-là, juste celle d'avant. Tu sais, quand il rentre dans la boîte de nuit, il compte ses dollars, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. Il compte ses dollars et tout. Il lui dit, ouais, va me chercher à boire. Il lui dit, ouais, mais moi, je suis ton gars, etc., etc. Et dès que là, on part dans le côté triste, et bah, tu vois, DMX n'arrive pas à suivre. Il fait genre une tête de miskin un peu, mais après, vite, il s'éteint et lui dit, ouais, je lui sors une blague et tout, je sais pas quoi. Et après, boum. Là, tu vois, la scène, elle est tuée. Et c'est là que tu vois que quand il essaie de faire des échanges avec DMX, bah, DMX n'arrive pas à suivre. Et pour moi, c'est pour ça que je lui donne 10, parce que vraiment, il a des scènes d'action, des scènes d'humour et tout qui vraiment remontent la pente. C'est vrai il a personne pour vraiment avoir d'échange entre l'autre, sans émotion, Seagal et DMX qui commence dans l'acting, qui est pas très bon. C'est vrai que, ouais, moi, je lui mets pas 10 parce que 10, pour moi, c'est le maximum, c'est trop. Mais ouais, je lui mets un 8, hein, parce que, il fait ce qu'il peut. Et puis, il m'a fait rigoler dans le combat, dans la boîte de nuit, là, quand Seagal, il arrive et qu'il y a les deux gorilles qui viennent. Avec le Black Samoa. Voilà, il m'a explosé de rire quand il lui dit, voilà, et tout. J'étais KO, je me suis dit, putain, c'est vraiment... D'ailleurs, la scène, elle était ultra nulle parce que aïe. Seagal qui met à l'amende de videur Golgoth avec une vieille technique. Ouais, et tu remarqueras que les scènes de boîte de nuit, le réalisateur, là, avec son nom polac, je vais pas le dire parce que j'y arrive pas, il y en a toujours une. Ouais. Mais il aime bien les boîtes de nuit, hein, ce fumier. Ce fumier, oui. Et moi, je méritais d'être. J'ai pas mis la comment on appelle ça, c'est la capitaine du commissariat. Je l'ai pas mise, mais elle, je vais venir juste après derrière. Je voulais juste faire mention honorable à Bill Duke. Vraiment, Bill Duke. Je lui mets 11 sur 10. Mais moi, je suis pas objectif quand je mets 11 sur 10, d'accord? Parce que je suis fanboy de Predator, donc mais la dernière scène où il arrive, ouais, gilet pare-balles, fusil à pompe, il allume tout le monde, j'ai kiffé de fou. Ouais. Trop bien. Attends, après, il y a un petit clin d'œil à Predator.
quand Isaiah Washington, il se mange une bastos dans l'épaule et qu'il le regarde comme ça, et lui, en slow motion, il lui dit, regarde les bouteilles de gaz. Et l'autre, il dit, regarde les bouteilles de gaz. Et j'ai pensé à Predator, tu vois, dans la forêt. Quand ils se regardent tous, ils se disent, chut, après, j'aurais dû regarde là-haut. Ah, Il a le regard le plus expressif du cinéma. Voilà, t'as capté. Et après, quand il dit au gars, le commissaire, là, lui dit, t'es Ouais, viré. le ripou, là. Il lui dit, t'es viré. L'autre, il essaie de viser, là, il finit le chargeur sur lui. Mais moi, j'ai kiffé Bill Duke, mais bon, en fait, c'est pas lui le problème, mais ouais, t'as pas remarqué que cette scène, elle est malaisante. C'est des keufs entre eux. Ils ont zéro pitié. Ils se mettent des zéro. Et lui, il arrive, il l'allume. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, les gars? Vous êtes tranquilles, vous êtes des ripoux, mais il y avait moyen de discuter, hein. Non, ils ont, ouais, ça, par contre, j'ai pas compris pourquoi il a allumé, tu vois. Ah, il a allumé, mais il a de malade, ça. Il lui a pas dit, ouais, tu vas être jugé comme un vrai keuf, etc., tribunal. Non, vider le chargeur. On cherche pas à savoir qui se t'a fait ou pas, je vais t'allumer. Je vais pas justifier ta mort. Ah ouais, maintenant que tu m'as rappelé que c'était celui de Predator, je suis même déçu de moi-même de pas l'avoir reconnu. Il mérite mon 12 sur 10, hein, y a pas de problème. Bon, et on va finir avec les femmes. Oui, bah oui. Ouais, dans les années 2000. On a oublié de parler d'elle. Il y a Eva Mendes qui joue dedans. Ouais. Et à ce qui paraît, la légende dit que elle a été doublée par une Anglaise dans son propre film, car le réalisateur a dit qu'elle sonnait pas assez intelligente. Parce que Eva Mendes, dans le film, en gros, c'est l'assistante de la Trail Walker. Et genre, c'est elle qui s'occupe de tout le réseau informatique et tout, les caméras. Genre, c'est une pointe. Ah, c'est une pointe de fou. Mais quand elle parlait avec son accent, apparemment, elle sonnait pas assez intelligente pour justifier ses propos. Et ben, ils l'ont doublée derrière. Et je sais pas si... Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'était un film de cigale, donc elle devait paraître plus intelligente. Mais le film, déjà, est teubé, quoi. Mais c'est pas l'accent latino qui a posé problème? Pour moi, j'ai cru que c'était... Pour moi, j'ai vu ça du côté raciste un peu, non? Bah, elle a un accent. À ce qui paraît, elle a un accent. Moi, j'ai pas essayé de creuser plus que ça, mais elle a un accent, d'accord. Ouais. Mais elle a été doublée par la prod parce qu'ils disaient que c'est un film de Steven Seagal et soi-disant, les films de Steven Seagal, c'est des films intelligents. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris, moi, perso. Peut-être quand ils disent intelligent, mais après, non, parce que tu mets Anthony, non, ouais, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, ça Elle a dit qu'elle a reçu une note, quoi, son truc était doublé parce que c'est un film de Seagal, etc. Elle l'avait dit dans une interview. Je lui dis, oh. Mais après, elle vient d'arriver, elle sort du clip de Will Smith. Elle a 15 minutes de film, même pas, donc, ouais, on la voit au début et à la fin, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. Pour moi, elle a 10 minutes de film dedans. Et mention spéciale pour la commissaire qui... C'est la mort la plus ridicule du... C'est la désert de Catherine Zeta-Jones. Moi, je l'ai trouvée ultra jolie, par contre. Elle a mignonne. Par contre, voilà, le jeu de séduction avec Steven Seagal, il tient pas debout. Elle fantasme sur Seagal de A à Z. Depuis le jour où elle le rencontre jusqu'à la fin, elle fantasme sur lui. Elle se mord les lèvres à chaque fois. La scène du resto est malaisante de fou. Oh là 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 là. Et lui, en plus, il a aucune empathie parce que il va la chercher pour lui faire des révélations. Les keufs ripoux, ils tirent à visage découvert en pleine rue, en pleine journée sur elle. Et elle finit par mourir, mais de la façon la plus horrible possible. Mais mention spéciale pour la tête de Seagal. Quand il regarde sa voiture écrasée, il voit sa tête elle exploser. Je sens un peu de tristesse. Tu sais, c'est la même tristesse que JCVD quand il voyait la keuf noire mourir, là. Ouais, tu vois, c'est ça, pareil. Regarde, ça dure 10 secondes. Ah merde, elle est morte. Merde. Bon, allez, let's go, on y va. Je dois me barrer. C'est clairement ça. Ils l'ont éclaté. Et pourtant, il y a l'airbag qui est sorti, je comprends pas. Mais justement, je crois que c'est ça qui l'a tué. Ouais, mais alors que lui aussi, pendant un moment, il se fait renverser par des voitures et l'airbag sort aussi. Et pourtant, il est pas... Ah, d'ailleurs, lui, il a pas mal, il y a une scène, je suis obligé d'y revenir parce que peut-être que on fera un réel dessus, mais tu sais, la scène dans le camion où il est attaché. Ouais. Elle est exagérée de fou. il est menotté, il est menotté, il met une raclée incroyable. Avec ses pieds seulement. Et en plus, il a un vieux jeu de jambe, il est tout raide, ça se voit, il a mal au dos. Il a une scoliose, le mec, il est fatigué. Elle est nulle de fou. Mais justement, c'est son problème à vouloir faire du Seagal des années 90. Bah, ça passe pas, en fait.
Tu m'as dit un truc en off et moi je voulais qu'on en parle parce que je trouve que c'est très intéressant. Tu m'as parlé de Mission Impossible 2 Ouais. et ça m'a étonné quand tu m'as dit ça parce que j'ai vu exactement la même chose que toi. Moi j'ai vu quelqu'un qui s'est dit vas-y, il y a les acteurs là, les millénials, on va les appeler, ils arrivent, ils sont super athlétiques et tout parce que Tom Cruise on a rien à dire sur écouter le podcast précédent mais il est venu, il était prêt. Et lui, quelque part, il a voulu changer, où il a un style de combat très raide, Steven Seagal, où il est droit et il te met des coups de mandale et tout. Et là, dans ce film-là, il s'est attaché les mains et il a battu 4 ennemis sans utiliser ses mains. Alors que dans tous ses films, d'habitude, il met que des coups de patate ou des manchettes, des étranglements, du Aikido. Le Aikido, c'est très peu de jambes. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, Ali, il a raison. Ça y est. Parce que, comme si vous vous rappelez bien, dans MS2, même Tom Cruise, il change d'un coup, il est très aérien, il met incroyable, un nombre incroyable de high kick et de flip, de flash kick, etc. Ça, c'est le cinéma asiatique. Et là, je me suis dit, il a tenté, mais ça passe pas. Bah, il l'a tenté de fou et il ramasse une arme avec ses pieds, quoi. Et le chauffeur est mort. Le chauffeur est mort. Il s'est mangé une seringue que Seagal devait se manger. La seringue. Il lui met la seringue sur le chauffeur. Et il arrive à prendre l'arme et à tirer une bastos dans la chaîne des menottes. D'accord? Ouais. Et à se libérer. Et à sauter au dernier moment du camion. Avant que le camion se fasse empaler et explose. Et un autre plagiat de Mission Impossible 2, c'est la bécane. La moto, ouais. C'est la même de A à Z. Course-poursuite, ça tire. Lui, il est en bécane. Fallait mettre des bécanes. C'était la mode à cette époque-là, je sais pas. Si c'est Mission Impossible qui a inspiré ça, je sais pas. Il a la même chute que Tom Cruise, tu sais, quand il arrive face à la voiture et qu'il esquive le capot au dernier moment avant de se faire trancher là, à la fin. Exactement. Sauf que lui, il esquive un camion, il tombe par terre. Et là, il a une scène où la voiture fonce sur lui. Elle fonce sur lui, mais elle voit pas le camion. Donc la voiture se fait découper. D'accord? Elle se fait découper, ça devient un cabriolet. Vraiment un cabriolet. On voit pas les conducteurs ce qu'ils deviennent. Non. Et Seagal, je crois qu'il a joué en NBA à cette époque-là. Il a une détente moi je lui dis une détente d'un joueur de basket. Il saute par-dessus la voiture. La voiture qui arrive à 80-90 km/h. Il court vers la voiture pour prendre de l'élan et il saute. Tout le film, il est en slow motion. Dans ses combats, il est en slow motion. Mais là, il déploie une vitesse. Vous voyez le Daron Naruto? Pareil. Minato. Ouais, c'est la même. L'éclair de Détroit, c'est lui. Cette scène, elle m'a tué de rire. Elle est magnifique. Mais par contre, j'ai trouvé quand même ça un peu stylé. Naïvement, j'ai bien aimé. Ouais. Mais ça va pas à Seagal. Non, ça va pas à Seagal. Il veut imposer des trucs ou des scènes d'action parce qu'il se dit ça va faire kiffer les jeunes parce que ça y est, les jeunes ont vu Matrix et tout. Il va falloir mettre des petites scènes spectaculaires. Un peu. Ils auraient dû laisser ça. Ils auraient dû laisser la scène de moto à DMX, mais je pense que on y reviendra après, mais je pense que c'était pas le moment. Pour lui, il était pas encore assez puissant par rapport à Seagal. Non, ouais. Puis vas-y, se taper en baggy Timberland, ça paye pas aussi. Ouais, ouais. De toute façon, moi, j'avais aussi juste une mention à faire pour Steven Seagal. Faut savoir que Steven Seagal, il sort aussi de Mission Alcatraz avec Ja Rule et Corrupt. Et que ça avait déjà marché, du coup, le fait d'avoir... Mission Alcatraz et avant... Ah non, c'est en 2002 ou... Attends, parce que j'avais pris des notes. Non, il me semble qu'il joue avec Ja Rule après. C'est après, hein, tu crois? Ouais, il me semble que c'est après et qu'il refait le même scénar. D'accord, alors du coup, ça change mon propos, mais ce que je veux dire, c'est qu'il arrive avec un bandana, je crois. C'est que, moi, ça m'a fait rigoler qu'il fait Ja Rule et DMX. Voilà, c'était parce qu'ils étaient en bif. Moi, je pense qu'il de la provoque. Mais c'est surtout que, Ja Rule, il a toujours été, Ja Rule a toujours été un clone. De DMX, voilà. Alors, oui, ça a plus de sens que ce soit après. Je crois que c'est 2002, sur le 4 ans. Vous me corrigerez dans les commentaires, si vous pouvez, parce que je l'ai pas noté, c'était juste pour dire que, à un moment donné, il a compris que il fallait qu'il s'associe à quelqu'un d'autre, de plus bankable, de plus hype, parce que son corps ne suivait plus. Hein. Ouais, carrément. Mais du coup, Ja Rule, le gars, il se dit je vais jouer avec Steven Seagal. Moi aussi, je vais faire comme mon grand frère DMX, fumier. Ouais, c'est 2002 Mission Alcatraz, je viens de retrouver. C'est bon, c'est ça.
Donc, ouais, moi, c'est tout pour moi sur Hors Limite, pardon. Ouais, moi, c'est tout. Hein. Il y a eu l'OST, quoi, qui est sorti. Incroyable l'OST. Ouais. DMX a sorti une OST, vraiment, elle était pas mal. Et bah, il y a le fameux Ain't No Sunshine de Bill Withers qui a été repris. C'est ça. Et puis, dites-vous que on va mettre des extraits de certains sons. Voilà, je vous préviens, mais on pourra pas mettre plus de 10 secondes, comme je pas envie de me faire sauter. On vous mettra du coup l'extrait de Ain't No Sunshine là. Voilà. Mais on peut pas mettre plus de 10 secondes. Hein. Donc ne nous en voulez pas si on peut pas faire mieux que ça. C'est un petit teasing. Voilà, c'est ça. Et on n'a quand même pas les droits et on va essayer de rester droit dans nos bottes. Bon, passons en sursis. Ouais. En sursis, qui est une version 2.0 de Hors Limite. Donc, en sursis à la Real, on a toujours Andrzej Bartkowiak, si je l'ai bien dit. D'accord? Bartkowiak. Bartkowiak. J'essaye de faire honneur. Bah là, cette fois, exit Seagal, on a Jet Li. On a toujours DMX. On nous a mis Gabriel Union parce qu'il fallait un sidekick à DMX. Marc Dacascos qui remplace Michael J. White. Kelly Hu qui est son sidekick, mais voilà. On regarde toujours Anthony Anderson. Tom Arnold qui est plus présent dans le film que dans Hors Limite. Mm-hmm. Et ben cette fois on a Dragon. Dragon, pourquoi je l'ai pas mis dans le premier? Parce que Dragon, on le voit 5 minutes, il sert à rien. Non, il sert à rien. Oui. Donc là, il est juste en prison. Ouais. On met Dragon parce que voilà, il sert encore plus à rien. Mais c'est le Robin de Batman. Toujours sous Joel Silver, le même binôme, Silver Production. Voilà. Production, la mafia. C'est ça, la mafia. À la musique, toujours Dame Grease. Blackman. Voilà. Box office, bah, il a coûté 25 millions. Il en rapporte 56 millions. Déjà, c'est un peu moins que Hors Limite. Ouais. Donc, bon, on va essayer de comprendre pourquoi il a moins marché, sachant que on a Jet Li. Mais bon. Mais bon, je pense qu'on a déjà répondu à cette question en faisant dans The One et dans tous les précédents podcasts, même sur les podcasts par rapport à ce que John Woo a fait aux États-Unis. La question, elle est vite fait répondue. Si vous écoutez, vous savez pourquoi. C'est Jet Li. Et dans l'autre, c'est Seagal. Seagal avait une plus grosse fanbase aux États-Unis que Jet Li parce qu'il venait d'arriver. Jet Li, il avait quoi, deux films à son actif à ce moment-là. C'est ça. Et Seagal, c'est une légende. C'est une légende. Et en plus, le film, il a tout pour être meilleur. Il a un meilleur casting. Pilote américain. Ah ouais, bah lui, il est connu pour être républicain. Donc la NRA. Bon. Et tu vois, le film, il a tout pour être meilleur. Il a un meilleur casting. DMX est meilleur, DMX est mieux. Dragon est plus présent. Gabrielle Union, elle est plus sexy que jamais. Même si je préfère Eva Mendes. Même Eva Mendes, elle n'a pas été sexualisée dans l'autre. Hein, c'est déjà bien. Ouais, elle sera sexualisée dans Training Day. Son tour viendra. Ouais, bah oui. Et du coup, c'est en regardant ce film-là, et tout à l'heure en off, on en a parlé avec Ali, j'étais persuadé qu'il était meilleur que Hors Limite. J'en étais persuadé, et de loin. Hein. Dans mes souvenirs, c'était une masterclass. Pareil que toi. Et là, j'ai regardé le film et je me suis dit, ouh, j'ai passé un plus mauvais moment là que en regardant Hors Limite, parce qu'Hors Limite, au moins, il m'a fait rigoler. C'est ça. C'est un nanar, au moins. Ça, c'est un mauvais film. Même ressenti. Là, en sursis, c'est un film qui se prend au sérieux. Ouais. Vraiment trop au sérieux. Et quand t'as pas les acteurs et tout, enfin, quand t'as pas l'alchimie entre tout ça, tu sais, c'est dommage, en fait. Et du coup, ça produit un peu la merde. Ouais, c'est de la merde. Ouais. C'est vraiment, t'as des scènes, t'as typiquement, ils te montrent comment faire un film d'action, mais mal foutu, tu vois. Il y a tout pour que ce soit bien, mais tout est mal fait. Ou tout est très moyen. Oh, ouais. Non, c'est vrai. Moyen. Et j'ai passé un mauvais moment. C'est vrai que je me suis ennuyé par rapport à ça.
Et on Non, va c'est essayer de nul. décortiquer pour toi parce que voilà. Moi, je vais commencer par les acteurs. Ah ouais. Jet Li, t'en as pensé quoi, toi? Pour moi, c'est l'un des plus mauvais Jet Li que j'ai vu, alors que j'ai vu peut-être 40 films de Jet Li minimum. C'est un des plus mauvais Jet Li où je trouve que déjà d'une, il se la raconte pendant 90% des films. Il combat qu'avec un bras pour montrer je suis au-dessus. Il combat toujours du bras gauche. Hein, vous allez regarder le film, vous allez voir si je mens. Il a un style chelou avec un collier. C'est censé être un inspecteur de la police de Taïwan. Sécurité intérieure, hein, donc un truc sérieux. Mais le mec, FBI. c'est juste un mec qui veut être stylé. Bon, peut-être dû à Romeo Mazda où il a commencé à avoir une affiliation hip-hop. Bah, je comprends pas. C'est. En plus, dans The One, il avait fait un effort où je trouvais que son accent était moins. On l'entendait moins là. Ouais. Là, j'ai l'impression que non, J'ai malheureusement pas pu le voir en VO, du coup je me suis tapé la VF. En VO, bah, il a un fort accent. Après, ça marche bien qu'il ait un fort accent parce qu'il est censé être étranger. Voilà, c'est ça. Mais non, Jet Li, c'est une grosse déception en plus. Pour être plus précis, il met une raclée à des mecs que je respecte énormément, hein, Chuck Liddell, Tito Ortiz, et Randy Couture à l'époque de l'UFC 44. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très précis sur l'UFC, je suis fan. Et il en met une raclée. Il fait 1m60. Non, ça non. Voilà. Jet Li, je lui mets 4. Eh ben, on est connecté. Moi perso aussi, je lui ai mis 4 sur 10. Parce que, et après, moi, c'est un peu différent. Moi, je trouve qu'ils l'ont pas respecté, justement, dans ce film. Moi, j'ai trouvé qu'ils l'ont pas respecté. Le gars se mange des blagues racistes en fond. Ouais, vraiment, totalement que des blagues racistes partout. Il se mange des blagues racistes sur les Chinois, etc., Coréens et tout. Je trouve que c'est, là, du coup, vu que DMX a pris une dimension, c'est devenu son faire-valoir. Vraiment, son faire-valoir. Parce que DMX, il a plus de monologues dans le film, mais il a Jet Li en face, tu vois. Et pourtant, ils l'ont rendu froid, le mec, hein. Il est vraiment, Jet Li, il a vraiment un visage froid comme d'hab, quoi. Ouais. Mais, en même temps, tu sens qu'il essaie d'être gentil parce qu'il pose des questions à DMX. Ouais, qu'est-ce que ta fille, nana? Poto, t'es de la police taïwanaise. T'es pas censé te faire ami avec lui et être son psy, tu vois. Et tu vois, quand il pose des questions à DMX, bah après DMX, il fait un monologue, tu vois, en criant, en faisant ses meilleures répliques de fuck, what et tout, tu vois, dans sa gestuelle. Et là, t'as Jet Li qui répond plus. Donc, du coup, pour moi, c'est juste le chinois de service qui cogne avec une main dans la poche, comme t'as dit. Vraiment, tout le film, c'est ça. Hein. On a un problème parce que on le met, faut un mec qui cogne. Lui, on l'a mis juste pour l'action, pour les scènes de combat, parce que DMX, il est rincé en scène de combat. Exactement. C'est tout. Et donc, il fallait un mec, je pense qu'il coûtait pas très cher, peut-être à l'époque, je sais pas. Honnêtement, peut-être qu'il a eu le cachet étranger, je sais pas. Mais, le gars sort du baiser mortel du dragon. Il sort de ce film-là, tu vois. Et dans le baiser mortel du dragon, il joue très très bien. Il joue vraiment très très bien. Comment tu peux passer de ça à ça? Et pour moi, c'est... Il est venu prendre un chèque, comme je t'ai dit en privé. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais il n'a pas fait l'effort. Main dans la poche. Genre, je fais mes trucs de Jet Li. Tu vois, ils ont dit genre, vas-y, fais tes trucs de Jet Li, on s'en fout, on ne demande rien. On ne demande pas de répéter un texte de fou et tout. On ne demande pas d'être dans un personnage de ouf. Juste fais des trucs de Jet Li et fais décorer. Le gars, il a dit, ok, vous me payez. Bah, là, il a dû faire, tu vois, il a dû faire la You Know. I am nobody's bitch. Il est comme ça, moi, je pense. Donc, okay. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur Jet Li. Il y a un moment donné, on le voit tabasser un type, un asiatique, et quand il vient sauver les miches de DMX, là, tu sais, ils combattent à côté d'un grillage où il y a 2 chiens. Ouais. Et ce type, c'est l'acteur qui joue dans la série The Warrior. Remarqué ou pas? Non, c'est pas The Warrior. Tu parles du héros principal de The Warrior? Ouais. Non, je pense pas que c'est lui, parce que lui, c'est le gars qui joue dans le film de Hong Bak. Tu sais, qui vole son éléphant, Johnny. Même il se fait à chaque fois courser. Ouais. Ouais, vérifie bien, parce que c'est pas le mec de The Warrior, sinon le mec de The Warrior serait vieux aujourd'hui. Hein.
Bah, c'est ça qui m'a étonné parce que je me suis dit. Il aurait eu plus de 50 ans. Mais il le ressemble, hein, c'est Johnny Tri Nguyen. Il le ressemble, c'est un acteur vietnamien qui est plutôt connu au Vietnam. Et il a fait ses petits trucs sympas, il a fait sa petite carrière. Mais il était connu aussi dans Tom Yum-gook de Tony Jaa, où il va en Australie et il cherche le voleur de son éléphant et il tombe sur lui parce que lui, c'est l'intermédiaire avec les grosses pontes de la mafia. Ouais, j'ai eu un doute parce que au niveau il le ressemble chronologie, je me suis dit, attends, j'ai regardé dans son Wikipédia, je vois que ce mec, c'est un 87. Il a mon âge. Je me suis dit, mais comment il pouvait être aussi grand? Mais après, j'ai pas à calculer. Et je me suis dit, je vais voir Ali, à mon avis, il a la réponse et je me suis pas trompé. Non, mais il le ressemble de fou. Même moi, ça m'a pris en flagrant. J'ai dit, wow, il lui ressemble. Mais t'as totalement raison, il lui ressemble de fou. Bon, après, on fait pas le cliché, tous les Asiates se ressemblent. C'est pas notre tête motive, nous en voulez pas. Donc, non, il lui ressemble vraiment, ouais. Jet Li. Ouais, voilà, 4 sur 10. Maintenant, DMX. DMX, je lui mets 8 sur 10. Mais franchement, il est forcément 8 sur 10. Parce que là, tu sens que le réalisateur, il lui a dit, vas-y, c'est ton film. Frérot, fais ce que tu veux, fais ton DMX. Nous, on veut voir la street, etc. On va te donner plus de dialogue et tout. Là, tu vois que c'est ton film. Hein. Vraiment, tu vois que c'est son film. Sa fille, elle est mise en avant. Il a une équipe, etc. C'est Rough Rider, quoi. C'est vraiment son côté chef d'équipe, papa. Là, dans ce qu'il y avait dans Hors Limite, où c'était lui qui était en second plan et Seagal en avant. Là, il refait la même. C'est Jet Li qui est en second plan, vraiment. Et lui qui est mis en avant, tu vois. Et je pense que Jet Li était moins relou. Comme on a dit, il est venu prendre son chèque. Voilà, là, il joue dedans, il joue le daron, papa très présent, tu vois, il est croyant. Et comme je te dis, il est à fond sur ses monologues. Vraiment monologue solo. Vous ferez attention quand il parle avec Jet Li. C'est comme si on dirait il rappait. Ouais. Dans sa gestuelle, dans ses mots et tout. Et on dirait qu'il rappe. Ouais, c'est vrai. Et il lui rend pas l'appareil. Non, voilà. il est pas là pour ça. Il est là il est là pour être la caution action du film, c'est tout. Donc, pour moi, il y a une alchimie qui elle fonctionne. Non. T'as vu? On peut pas faire un Rush Hour. Tu peux pas mettre un Rush Hour où ils ont une alchimie avec Chris Rock et Chris Tucker, pardon, et Jackie Chan. Tu pourras pas retrouver ça, tu vois. Parce qu'ils avaient un truc en commun. Et là, Jet Li et DMX, si ils pouvaient ils auraient pu trouver quelque chose en commun. C'est une espèce de froideur, un espèce de côté. Danny the Dog, tu vois, c'est Jet Li, il sait faire ça. Genre froid. Justement, il a son visage froid. Et il a essayé. Mais par contre, dans ses actes et dans ce qu'il traduit dans ses actions, c'est-à-dire, il a beaucoup d'empathie. Au final, lui, il se met dans des problèmes. Il a juste à récupérer. C'est un agent du service secret. Ouais. Donc, il prend ses pierres, il s'en va, c'est tout. Exactement. Il est pas censé faire du social. Voilà, il en fait énormément dans le film. Et on sent qu'il veut trop être pote avec DMX. Et même là, DMX, dès le début, au braquage de diamants, il précise à voix haute à ses gars avec qui il fait le braco. Ouais, on vole que les barons de la drogue et ceux qui blanchissent de l'argent. Tu vois, genre Robin des Bois, ouais, voilà, c'est ça. Et tu remarqueras aussi, DMX, tu sais, pour ceux qui ont écouté la musique, hein, c'est quelqu'un qui est très pieux. Et dans ce film-là, il fait toujours passer le message où à chaque fois qu'il y a un truc, et la foi, DMX, c'est ça, hein, c'est après. Réécoutez, voilà, c'est sa musique, malgré les apparences, c'est énormément biblique. Oui, bah dans quasiment chaque album, il met une petite interlude où il fait une prière. Exactement. L'un de ses meilleurs sons, c'est Lord Give Me a Sign. Donc voilà. Puis voilà, venir en gros, je vous jure, j'insiste, hein, mais le baggy Timberland, ça passe pas en combat. C'est impossible. Ça donne une espèce de drap qui se bat, tu vois, qui bouge comme ça avec sa feste et tout. Tu vois, c'est un drap, est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont essayé de lui inventer un style dans les deux films qui a commencé d'ailleurs dans Hors Limite, où ils ont essayé de lui donner un style un peu un peu et voilà. Et tout. Et le fait qu'il ait des teams et un baggy, ça lui limite les mouvements, donc il a souvent les mêmes mouvements de coups de genoux. Ouais. Il peut rien faire d'autre, quoi. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu. Ouais, mais à la différence dans Hors Limite, il avait son signature move qui est son coup de tête. Ah, d'ailleurs, on a oublié d'en parler, hein, mais il est dans son coup de tête. Bah justement, je le relance là. Il est dans son coup de tête. Et son coup de tête, il est vraiment partout dans Hors Limite. C'était genre, vas-y, je mets des coups. Hors Limite, il y a même une séquence, je crois, quand il se bat contre, je crois, c'est Seagal, hein. Il met un coup de tête montant, latéral,
Il en met 3 d'affilée. Je me suis dit, ouais, c'est quoi? Et on voit bien la caméra qui zoome sur son crâne. On dirait une balle de baseball. Moi, c'est un bouc pour moi. C'est un bélier, tu vois. Ces mecs-là, tu sais, qui font des têtes contre tête, tu vois, énervés. Mais comme il avait le crâne rasé. Et ben là, tu vois, en sourcil, il y a rien de tout ça. Non, il a enlevé ça. Mais ils lui ont légué un peu les coups de genoux, un peu le côté. Tu vois, par exemple, on peut y aller sur sa scène finale. Je trouve ça dommage qu'il lui donne une scène finale où il est contraint de protéger sa fille et il a pas un vrai combat. Mais normalement, il est pas censé gagner aussi, hein, parce que le gars qu'il affronte, c'est un monstre. C'est un acteur asiatique qui fait beaucoup de choses. Exactement. Très fort. Et c'est un famille de la famille Yuen. Voilà. C'est pas de la famille à Corée Yuen et tout, mais c'est daron, c'est des Yuen parce qu'ils ont fait l'école, qu'ils ont fait Jackie Chan et tout. D'ailleurs, lui, voilà, on force sur le fait qu'ils veulent absolument tuer la fille de DMX pour créer du coup cette rivalité entre les deux. Comme ça, chacun il a son combat. Mais le combat il est nul parce que il fait que de protéger sa fille. Et mais c'est malin d'un côté parce que ça cache les carences martiales de DMX. Et derrière, après on y reviendra pour les autres persos. Il y a un truc aberrant, mais on en reparle. Ah, franchement, moi ça m'a déçu par rapport à ça, tu vois. Et sa scène d'action en quad, franchement, j'étais déçu parce que à l'époque, je pensais que c'était lui qui conduisait vraiment sur toutes les scènes. Ouais. Et bah non, il s'avère que c'est pas lui, mec. Et je comprends pas pourquoi le gars il le suit en cross. Non, lui. De la ville, le gars il a 6 étoiles comme dans GTA, mais ils arrivent pas à l'attraper. Et puis, tu te rappelles, à l'époque, ça avait pas l'air beaucoup plus spectaculaire, tu vois, quand je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, bon, bah oui, ok, quand il saute de toi en toi, c'est sympa. Bon. Non, mais c'est pas lui. C'est pas lui, et ça se voit. J'étais dégoûté, tu vois, et il sort d'où sa clé des menottes, s'il te plaît? Ouais, non, de nulle part. Et la clé du quad, parce que la quad, en fait, il était en train de se faire prendre par une... Ouais, il était dans une remorque. Donc on peut dire, vas-y, c'est aux États-Unis, il n'y a pas de vol, tu vois, on laisse les clés dessus. Ouais. Vas-y, aux États-Unis, il n'y a pas de vol, t'imagines? Ouais, on est à Détroit, frère. Non, mais bon, bref, pour ça, c'est les détails, mais. Ouais. En fait, c'était cette scène, c'était sa scène à lui. Je pense que c'est une scène qui représente le plus DMX dans tout le film parce que. Ouais, voilà. Tu mets les American. Voilà. En plus, sur un fond de X Gonna Give It To You, tu vois, ça fait un peu de promo pour la soundtrack, tu vois. Pour ceux qui se rappellent de Rough Rider Anthem, je mettrai 10 secondes là. Voilà, c'est ce clip qui a changé la vie de beaucoup de gens, hein, donc les quads, les noirs torse nu, Yves, les chiens. Et cette scène, c'est ça. Exactement, c'est un hommage à ça, on va dire. Ouais, exactement. C'est ce que je pense en tout cas. Bon, Monsieur Marc Dacascos. Et bah pour moi, Marc Dacascos. D'ailleurs, toi, BD, t'as un peu ce quoi de Dacascos? Dacascos, déjà, pour moi, c'est un excellent retour pour lui parce qu'il était sous l'eau. Il était sous l'eau, je vais regarder. Direct DVD, beaucoup de... Voilà, il est sous l'eau et je trouve qu'il est très crédible en méchant. Et je pense que je l'avais jamais vu en méchant. J'ai bien aimé son rôle. Sous-exploité parce que du coup on comprend pas vraiment ses motivations. Il est méchant mais il a toujours un sourire, il a l'air gentil. C'est Marc Dacascos, mais il était vraiment dans son prime physique, hein. Il a vraiment des moves où à un moment il va assassiner un mec en prison là, du coup là, le chef du gang des Renois là, il lui met un espèce de double coup de pied et tout. Il est en jambes, hein. Dacascos, en fait, j'ai envie d'être sympa avec lui parce que il revient de loin, pas que des loups avant et tout, il est obligé de tourner dans le Gévaudan. Donc, ouais. J'ai envie d'être sympa et moi, je lui mets un petit 7, allez, 7 sur 10. Et tu n'oublies pas qu'il fume un mec avec une patte de homard. Ouais, en plus, ouais, putain, j'avais oublié cette scène. De homard, pardon. Il fume un mec comme ça. Ouais, vraiment, il a fait fort. Ouais, j'aime bien. Moi, je mets 8 sur 10 parce que comme pour Michael J. White, là, contrairement à Michael J. White, on voit vraiment que c'est lui le méchant et qu'il est vraiment, entre guillemets, sans pitié parce qu'il kidnappe
la fille de DMX, mais bon, je pense qu'il aurait dû l'allumer dès le début, comme ça aurait été vraiment un méchant sans pitié. Le gars vole des pierres radioactives, donc j'ai l'impression qu'il s'en fout royalement. Et encore une fois, ce que je reprochais à Jay White, c'est qu'il lui aussi a très peu de scènes. Sauf que lui, il en a une que Michael Jai White en a pas, c'est celle dans la prison, c'est tout. Mais c'est ça. Ça justifie il fume un mec qui s'est fait défoncer il y a même pas 5 minutes par Jet Li, donc il sert à rien, quoi. Apparaître le cuistot du chef de la... Ouais, mais on voit quand même qu'il a des compétences martiales et on se dit bon voilà, potentiellement c'est un ennemi. Mais c'est dommage parce que Mark Dacascos c'est très très fort aussi, tu vois, donc vraiment encore sous-exploité. Et là, tu pouvais justifier ses combats parce qu'il avait Jet Li. Et quand il arrive dans la boîte de nuit et qu'il a défoncé tous les videurs, pourquoi on la voit pas cette scène? On voit juste des cadavres. Pour moi, je suis sûr que c'est coupé, hein, mais j'ai aucune preuve. Hein. Écoutez, hein, c'est mon avis. Mais pour moi, je pense que cette scène, elle avait été... Moi, peut-être que Dacascos, il a pas voulu la faire aussi non plus. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que dans Romeo Must Die, parce que tu sais, c'est comme une trilogie, et ben, Russell Wong, il a cette scène où à un moment, en boîte de nuit, il tabasse des gens. Oui. Et je me suis dit, s'ils la mettent là avec Dacascos, c'est de la redondance. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait. Ouais, mais la scène de la boîte de nuit où c'est l'une des meilleures du film dans Romo doit mourir. Hein. C'est la meilleure pour moi. Parce que quand il met son double coup de pied sauté... il essaie de remettre à la fin aussi. Voilà, tu vois. Ouais, là, mais c'est... Et si tu... Ça doit y être pour moi. Mais tu imagines, tu la remets avec Dacascos, on va dire quoi? On va dire à toi. À partir du moment où t'as déjà plagé 80% de ton film, c'est pas 5%, 2% en plus pour moi. En gros, pas en perdre qu'un, alors, hein, et un bon. Tu sais, comme, en plus, t'as souligné un bon truc, c'est, comme tu dis, c'est la trilogie, entre guillemets, vu que c'est tous les mêmes acteurs quasiment, à 90%, c'est tous les mêmes acteurs, ça change. Ouais, c'est un univers étendu. Donc ouais, pour moi, ça aurait été des signatures aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des scènes comme ça de chaque gars méchant et tout. Enfin, le combat de Night Club à chaque fois, quoi. Ouais, voilà. Donc, Dacascos, pour moi, dommage. Mieux exploité que Jay White. Mais dommage. Là. Bah, après, Gabriel Union et Kelly Hu, je les ai mis ensemble. 4 sur 10 pour moi, elle sert à rien. L'autre, elle fait un braco, elle perd les bijoux. Excusez-moi. Mais on montre encore une fois que les femmes, sont pas fut-fut. C'est pas moi qui le dis, c'est le film. Et en plus, elle joue la stripteaseuse pour détourner l'attention. Et pour moi, elle casse la gueule à Kelly Hu, ce qui est pour moi inacceptable. Moi, je trouve dur avec Kelly Hu. Hein. Moi, je trouve que Gabriel Union, c'est 0 et Kelly Hu, tu lui mets son 5. Non, parce qu'elle se fait fumer par Gabriel Union. Donc, ouais, mais c'est le scénario. Mais je lui mets 4 sur 10 parce que Kelly Hu, elle sert à rien aussi dans le sens où elle sait que dire tout le film, j'aime pas les gosses. C'est la seule qui a mis en PLS Jet Li, après elle le tient en joue. Et après après c'était juste pour avoir le combat de Nana un peu miso. Mais tu vois, elle est pas sexualisée. Et je trouve que Gabrielle Union, elle est juste venue pour montrer je suis la Renoir fraîche du moment. Elle est avec que des striptease. Ouais, c'est ça. Et puis elle casse la gueule de leader. Bien costaud, bien énervé. Ouais, voilà. Et son striptease d'ailleurs. Non, mais après, en vrai, hors ça, son acting, il est nul, hein. Il est vraiment pas terrible. On sait pas ce que c'est pour DMX, si c'est sa meuf, si c'est ça, je sais pas. Non, apparemment, c'est une prostituée qui l'a sorti. Ouais, qui l'a sorti du ghetto, mais après, il a dit, tu l'as gardé, donc je sais pas vraiment, ce qu'il dit. Dédicace à Dwayne Wade, hein, qui fait n'importe quoi sur les réseaux avec elle. Ouais, je les aime pas, de toute façon, tous les deux. Je déteste, ok, très bien. Garder la pêche. Voilà. Et ma déception, c'est vraiment Anthony Anderson. Vraiment, Anthony Anderson, je lui mets 6 sur 10. Mais 6 sur 10, pas par rapport à son jeu. Hein. C'est vraiment, je suis déçu du traitement qu'il a eu. Il a totalement moins de scènes que dans la limite, hein, vraiment totalement. Et je pense que ce que je disais plus tôt avant, c'est qu'il vraiment prenait de la place, tu vois. Et quand il faisait des face-à-face avec DMX. Donc pour moi, je trouve qu'ils l'ont éteint. Et pour remettre à la fin la même séquence de ending avec Tom Arnold qu'il y a eu dans Hors Limite, pourquoi vous faites ça, tu vois, c'est vraiment dommage. Ouais, dans cette scène où en plus il critique Hors Limite en disant des trucs bizarres, vous irez juger de vous-même. Ouais, je le voyais pas comme ça quand j'avais regardé le film, mais je suis d'accord avec toi maintenant. Je pense que en fait, c'est un mec c'est le Kevin Hart de l'époque. Voilà, pour situer. Et c'est compliqué si tu peux pas lui répondre, si t'as pas un truc. Donc c'est pour ça qu'il
ils l'ont mis Ouais, un tu vois, peu de côté. il a une bonne scène d'intro quand tu dois jouer le gay, tu vois. Ouais, elle était pas mal celle-là. Ouais. Et puis après, ils l'ont. Il a sa scène finale où bon, du coup il est sur un temps. Le film, il se prend plus au sérieux que dans Hors Limite. Et c'est dommage parce que quand t'as un mec comme Anthony Anderson, profites-en, quoi. T'as de quoi faire, t'as matière. Du coup, ils ont mis Tom Arnold en avant. Si tu remarques bien, Tom Arnold Ouais, est mis en avant. il est bon dans le film. Ouais, il est vraiment bon. Mais d'ailleurs, en parlant de Tom Arnold et de Anderson, moi j'ai envie de te poser une question. Il n'y a pas une scène qui t'a choqué avec un hélicoptère? Une scène qui m'a choqué avec un hélicoptère. Ou quand il shoot le tank. Alors il shoot l'hélice arrière de l'hélicoptère, mais avant il y a un truc qui se passe. Quand il lui dit mets la balle dans le canon. Non. Alors, je vais te donner moi ce que j'ai vu. Ouais, je l'ai pas. À un moment donné, Dacascos il part en hélicoptère, il essaie de fuir, et Jet Li de son 1m67, il saute et il arrive à retenir l'hélicoptère avec son poids. Et il lui dit qu'est-ce qui se passe? Genre Jet Li, avec sa petite taille et son poids, il arrive à déstabiliser un hélicoptère de 2 tonnes. Alors, ça m'a fait penser à Volte-Face et les scènes d'hélicoptère. J'ai rigolé. Mais après, il tombe de je sais pas combien de mètres, il a rien de cassé. Rien. Et en plus, tu verras, pour aller dans le sens de Roméo doit mourir, on a encore la scène de combat autour des flammes. Ça, voilà. Tu vois. Toujours la même chose. Ouais. On est du plagiat. Mais j'ai cru que tu faisais allusion un peu à la scène homosexuelle où il dit tu prends le gros truc et tu le rentres dedans, tu vois. Je l'avais pas vu comme ça. Ouais, c'est pour ça, depuis que maintenant je vois beaucoup de choses différemment. Donc, d'accord, ok. Ah oui, t'es chaud. T'es chaud. Je pensais que c'était ça. non, j'avais pas noté ça. Bah écoute, moi après c'est tout pour moi, j'ai rien d'autre à rajouter sur les acteurs et tout ça, parce que voilà, il est moins bon que Hors Limite, et parce qu'il se prend trop au sérieux en vrai. Ouais, c'est ça. Et alors que finalement, c'est Hors Limite, le film sérieux qui parle de films ripou et tout. Ouais, mais le ton, il est différent. Et là, ça marche pas. Bah, c'est ça, en fait. Et, du coup, cette façon de banaliser enfin, c'est un truc sérieux, genre, ok, avec des têtes nucléaires et tout, fait dans des pierres précieuses. Mais c'est totalement pas sérieux. Alors que dans Hors Limite, c'était un groupe véreux qui vendait de la drogue, des saisies de drogue à des dealers, tu vois. Ils faisaient leur bif comme ça. Ouais, et les deux films, ils souffrent du même problème. C'est en fait les scènes de combat. C'est-à-dire que Jet Li, c'est quelqu'un qui a des scènes de combat très rapides à Hong Kong. C'est quelqu'un qui a toujours eu un acteur qui peut lui rendre l'échange. C'est filmé de manière dynamique. C'est souvent accéléré. Hein. Je l'ai compris. Et c'est bon, ça, c'est une manière de filmer à l'asiatique. Et là, pour que ce soit plus lisible pour un public occidental américain, c'est très lent. Ça veut dire que même dans le combat final entre Dacascos et Jet Li, c'est stylé. À un moment, Dacascos, il a un bon jeu de jambes, il est en mode taekwondo, il lui met une série de coups de pied. C'est super, mais c'est très lent à chaque fois. Et pour des gens qui ont l'habitude d'avoir vu Jet Li dans d'autres situations, c'est perturbant. On se dit, mais Jet Li, il est plus rapide, il est plus chaud que ça. Et dans les deux films, ça veut dire que Seagal, lui, il est lent parce que il a pas le cardio. Et dans le deuxième, ils ont ralenti Jet Li et Dacascos, que ce soit lisible. Et dans le premier, si je puis dire, dans Romeo Must Die, ça va. La scène finale avec Russell Wong, elle est bien, mais elle est un peu calquée Matrix où il y a des sauts périlleux à 3 mètres du sol. Ouais, mais après on est toujours dans ce schéma. Le méchant prend l'ascendant, puis après le gentil s'énerve, genre je sais pas, il regarde par terre ou il tape du poing, et après c'est lui qui reprend l'ascendant. Et après il finit comme ça. De souvenir, à un moment, il y a la même chose où Dacascos il envoie. Dans l'hélicoptère. De l'autre côté, c'était il prend, on le balance sur un grillage en flamme. Et après il revient énervé et là on est passé. Voilà, moi je suis un peu déçu des deux films, mais sur la partie 3, je vous expliquerai ce que j'en vois. Bah vas-y, on peut partir sur la partie 3, BD1. Je vais te laisser nous expliquer la carrière musicale et cinématographique de DMX. Merci, mon cher Ali. Bah écoutez, la partie 3, moi j'ai décidé de centrer ça sur DMX, Def Jam et Rough Rider en général. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi, ces films-là, le but principal,
c'est de faire de l'argent, mais dans le maximum de domaines possibles, c'est-à-dire vendre de la musique, parce que vous savez, regardez, c'est rare un film où il y a un acteur, on n'entend que ses sons dans le film. Tout à l'heure, Ali précisait le fait que Anthony Anderson, ou je sais plus comment il s'appelle, pardon, il met du coup le CD DMX et ça brise un peu le quatrième mur. Mais parce que ça, c'est Def Jam. Def Jam à l'époque, voilà, il y a Rough Rider, il y a Rockefeller avec Jay-Z. Def Jam, il maîtrise. Et donc, quand tu regardes bien, Romeo Must Die, il y a Aaliyah. Donc le concept, il est déjà né là, c'est-à-dire Aaliyah en 2000, avant son décès, paix à son âme, inarrêtable. C'est Beyoncé. Tu la mets avec Jet Li, ça fait un film moyen, mais par contre, on nous sort des sons incroyables. On a donc si je peux souligner par rapport à ça, on avait Tupac à l'époque aussi qui, quand il faisait des films, sortait une soundtrack aussi, mais elles avaient moins marché entre guillemets que celle de DMX parce que c'était totalement différent. Mais Tupac, je le mets hors catégorie, c'était juste pour te dire que. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est Solo et tout ça, Tupac. C'est la première fois que moi, par exemple, une BO de film, je l'avais dans mon MP3. C'est pour ça aussi, c'est exact. Et des BO de film, c'est généralement sympa, mais là, c'était de la vraie musique. Ça veut dire que clairement, artistiquement, ils ont fait un effort. Parce que Aaliyah, par exemple, pour Romeo Must Die, c'est Try Again, le clip où Jet Li apparaît dedans avec des miroirs et tout. Je vous mettrai un petit extrait de 10 secondes. Et aussi I Don't Wanna Be. Je vous mettrai un extrait, je vais pas chanter, je vais pas vous casser les oreilles. Without you, speak without you, be without you. I can't even breathe without you. I can't feel without you, deal without you, spin without you. My whole world is upside down. Don't wanna go out. Et voilà. Donc, et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est Roméo doit mourir, le label qui gère la carrière de Aaliyah, c'est pas Def Jam. Je crois que c'est Back. Attendez, je l'ai noté quelque part, faut le retrouver. C'est Background Record. Background Record qui avait à l'époque R. Kelly, Timbaland, Tony Braxton. Voilà. Et eux qui géraient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aaliyah est décédée. Et dans Roméo doit mourir, il y a DMX. Donc, Def Jam reprend un peu du coup le business, parce que c'est un business, hein. C'est on vend des films, on vend de BO, l'industrie du cinéma est content, l'industrie de la musique est content, l'artiste il peut booster ses ventes sur ses précédents et ses futurs albums. En fait, c'est un win-to-win. J'ai une question. L'OST de Roméo doit mourir, elle est sortie sous Def Jam ou sous Back, je sais pas quoi là. C'est Background Record. Background Record. Voilà. Elle est sortie sous ce label-là, ok. C'est ça. C'est à partir parce que du coup DMX, il a un feat avec Aaliyah Back in One Piece. Back in One Piece, mais c'est du coup voilà, c'est comme une collab. C'est pas alors que les deux prochaines BO, c'est Def Jam avec celui que tu mentionnais tout à l'heure, Blackman. J'ai oublié ton... Blackman, Anthony... on oublie. Dame Grise, c'est... mais Dame Grise, parce que c'est celui-là qui a produit le premier album de DMX. Exactement. Et qui était aussi... qui a entre guillemets élevé Rough Rider, et qui est, entre guillemets aussi, le mentor de Swizz Beatz. C'est ça. Et là, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'allais arriver sur Swizz Beatz et Rough Rider. Alors, Rough Rider, c'est quoi? Rough Rider, c'est en fait, c'est comme l'ancêtre de les Toretto et la famille. C'est-à-dire que DMX, il avait cette figure de mentor et en fait, de motard un peu voyou. Rough Rider, c'était comme un gang qui regroupait toutes sortes d'artistes. C'est ça. Que ce soit des gangsters, des motards, des rappeurs, des machins. Parce que quand on revient, parce que il vient de New York, DMX, quand on est dans le rap de New York à l'époque, c'était un peu plus festif, hein. Vous savez qu'on sort de Puff, de Maze, et là on revient d'un coup dans un imaginaire, c'est l'imaginaire, hein, très street. Et moi quand je voyais DMX torse nu dans Rough Rider Anthem,
m'impressionnait. Je me disais, putain, ces gens-là, Avec The Locks. ils sont tous balèzes. Il y a l'imaginaire aussi qu'ils ont créé autour des chiens, des pitbulls. Après, c'est les mecs ils ont joué les mecs de Philly et tout. Exactement. Et ça se retrouve dans les films. Ça veut dire que quand tu vas regarder en sursis, DMX, il joue le patron de Rough Rider. Et c'est ça qui met en avant. Ça veut dire qu'il a même des réactions un peu... des fois, c'est disproportionné. C'est comme un chien. C'est comme un mec. Mais il joue le grand frère en même temps. En même temps, Il joue le chien solo. Mais en même temps, il a sa famille, mais il leur dit, ouais, restez là-bas. À chaque fois, il leur dit, ouais, barrez-vous. Dès que ça chauffe, à chaque fois, il leur dit, ouais, cassez-vous. Il veut assumer, et c'est un voyou, mais c'est pas un vrai voyou, parce que comme DMX, il a cette position un peu biblique, je vole, mais je vole les méchants. À la fin, il va se rendre à la police. En fait, à ce moment-là, il est totalement en contradiction parce que déjà, il doit faire face à des problèmes de drogue et tout, tu vois. Totalement. Parce que DMX, c'est un fumeur de crack et je l'ai appris que très tard. Parce qu'il est très athlétique, hein. Quand tu vois DMX, tu te dis, pour moi, dans ma tête, un fumeur de crack, c'est quelqu'un de très maigre, qui a un visage marqué. Et quand je suis que DMX, il fumait du crack depuis ses 14 ans, ça m'avait un peu étonné. Donc, d'ailleurs, tu remarqueras, excuse-moi, il fait une référence, il fait une allusion quand il va dans la prison en sursis. À l'allusion au chef le Renault, le chef de la prison, il lui dit, plus jeune, je voulais lui ressembler, je voulais être comme lui. Exactement. Quand DMX est tombé dans la drogue, il explique que c'est un mec un grand de son quartier, il fantasmait sur lui, kiffait, voulait être comme lui, le premier exactement. Et il lui avait fait fumer ses premières, les cigarettes au PCP, c'est des cigarettes trempées. C'est ça, c'est quelqu'un qui l'a lancé dans la merde, ouais. Voilà. Et du coup, c'était une grosse déception parce qu'il le voyait comme un grand frère, comme un père, enfin, comme un mentor. Et justement, cet axe, ça l'a conduit il le dit dans une interview. Et oui, exactement. Mais putain, t'es fort parce que je l'avais noté. Je me suis dit, Ali, il n'aura pas celle-là, non, mais bien joué. Écoutez, moi, je l'ai eu dans Roule avec Driver sur YouTube. Donc, si vous voulez retrouver tout ce que je dis, c'est là-dessus. Et donc, on va s'attarder un peu sur les deux autres BO parce que la BO de Must Die, elle fait un carton. Surtout, les répercussions vont se situer au niveau de Aaliyah, personnellement, mais après Aaliyah, le problème c'est que posthume, tu vends toujours plus. Ouais, carrément. Et donc on a la BO après de En Limite. Elle est classée du coup au Billboard au niveau. Attendez, ouais c'est ça. 8e au Billboard 200. Ensuite dans le top US. Ils sont placés 5e et après dans le soundtrack, donc le top des BO, 15e. Donc en gros, les mecs ils ont fait énormément, parce que plus d'argent sur la BO que sur le film. Ouais, ils ont fait 6e et 3e catégorie R&B et disque d'or, certifié disque d'or. C'est ça. Et puis après, on va pas se mentir. Hein. Attends, t'as sur la BO, t'as Dragon, Ja Rule, t'as Nick DMX, Nas, il y a Redman, Street Mafia. Ensuite, ça va peut-être parler à tout le monde, mais c'est des gros noms à l'époque, hein. On parle de En Sursis, on est d'accord. Ouais. Ouais, t'as 50 Cent, t'as le Gonna Sleep Bitch, qui commence l'intro comme ça, déjà, ce son, il me rendait ouf à l'époque, tu vois. Non, le son, il est incroyable et pour moi, ce qui conditionne cette trilogie, c'est la musique. C'est ce qui est mis en avant et aussi la jonction entre deux cultures, la culture hip-hop et la culture des arts martiaux. J'ai pas voulu développer plus loin parce que vous savez, New York, Wu-Tang, etc. Ouais. Et on a des sujets qui vont y venir. Mais j'ai l'impression que ces films, ils ont plus été créés pour créer un espèce de conglomérat de personnes qui vont y retrouver les poches, qui vont se retrouver les poches remplies, pardon. C'est-à-dire un label, un artiste, un acteur. C'est-à-dire Seagal, il prend DMX parce qu'il sait que DMX, je crois que c'est 2003, il sort Grand Champ. Ouais. C'est l'un des meilleurs albums du hip-hop de tous les temps. Et voilà. Et Aaliyah en 2099, voilà. À ce moment-là, DMX aussi, c'est un des plus gros vendeurs de hip-hop. S'il fait coup sur coup. C'est le plus gros vendeur. Je crois qu'il il fait des top 1 sur chaque album sorti.
Ouais. Je crois De son qu'il fait. deuxième album jusqu'à Grandchamp, tu vois. Je crois qu'il tape 2 albums où il fait 2 albums disque d'or. À l'époque, disque d'or c'était 500 000. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où vous achetez des vues. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est comme si on se réunissait. On disait, écoutez, est-ce qu'on peut créer un produit, une chimère qui va nous permettre de tous y gagner. Toi, tu vas vendre ta musique. Moi, je vais vendre mon film. Et toi, tu vas relancer ta carrière. Et pour Jet Li, toi, tu vas t'intégrer un peu plus dans le milieu américain. Parce que en faisant l'amoureux avec Alia, il avait gagné des... Le ghetto va te connaître. Exactement. Et le ghetto, c'est non négligeable parce que ça va au cinéma, ça te booste, même si c'est pas le public visé en règle générale. Ouais, mais là, c'est un film urbain, tu vois, c'est un film urbain, Exactement. street et tout. C'est ça. C'est pas Titanic avec DiCaprio. Oui, voilà. Là, ce que tu veux atteindre dans les salles, c'est une autre catégorie de personnes qui va venir aussi pour voir le rappeur préféré, pour voir Alia. Et il y en a qui vont venir pour voir Jet Li. En fait, t'as Ouais, pas besoin... parce que DMX rappait la rue, d'accord? DMX rappait la rue. Donc, quand tu veux le faire jouer dans un film, entre guillemets, urbain, ghetto, ce que tu veux, et que tu dois choisir un rappeur, à ce moment-là, c'est le mec le plus légitime. Parce que son storytelling de ce qu'il raconte, c'est ce qu'il a vécu de ouf. Et ses ventes font parler parce qu'il y a des gens qui n'achetaient jamais d'album, bah, ils ont acheté son album, en fait. Parce que en fait, c'est surtout l'image. Par exemple, toi, la première fois que, je sais pas si t'as fait la même chose, DMX, il dégage une espèce de puissance. Ah Où oui. quand tu le vois, il crie. Il est athlétique. Il est D'ailleurs, ça m'inspire beaucoup de ses cris. Il faut crier dans la vie, ça fait du plein. Ah, il crie, il fait, et en plus, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir énormément d'amour pour les pitbulls, pour la musculation et pour tout ce qui est engin à moteur. Alors écoutez, quand vous allez aujourd'hui, vous réfléchissez à la définition d'un mec un peu dangereux, vous pensez à quoi? Un mec balèze qui a un chien et qui a une moto et qui fait des roues dans la rue. Mais c'est DMX, tout ça, là, ça vient pas de nulle part. Hein. Ouais, le baggy Timberland, Bien un peu sûr, new-yorkais, ouais, c'est ça. Il met la sauce et tout. C'est ça, et Def Jam, après quelques mois après, ils sortent un jeu, Def Jam Fight pour New York. Et regardez le style de combat. Tout à fait. Le style de combat, c'est celui que vous voyez dans les films. C'est très, il y a pas, bon, il y en a quelques-uns comme Sean Paul qui fait de la capoeira et d'autres, Snoop Dogg qui est un peu plus, ouais, mais certains étaient cheatés par rapport au label, donc. Ouais, ah bah oui, bah forcément, si t'étais signé, c'est Def Jam, t'avais l'avantage, t'avais un... Et donc voilà, moi, ma conclusion, elle était là-dessus, c'était de dire que, pour moi, c'est pas des films qui sont faits pour être des films, c'est des produits qui sont faits pour vendre un ensemble de choses, donc goodies, musique, place de cinéma, booster aussi des carrières qui étaient en fin de vie. Donc tout à l'heure, Ali m'a fait un rappel qui est très intéressant, c'est que du coup, Seagal, après, il prend Corrupt et Ja Rule. Donc ça veut dire que, pourquoi il le fait? Forcément, c'est que ça, il l'a vu dans ses poches, il s'est dit, il y a un filon là, et du coup, il réitère. Ja Rule était tendance aussi à ce moment-là, non? C'était pas cool. Ah, mais avec c'est Ashanti, bien sûr. Des hits sur hits là, tous les deux. Mais à cette époque-là, les trois boss, c'est Jay-Z, DMX et Ja Rule. Le fameux album en commun, là. En commun, le Murdering qui est jamais arrivé, mais bon. Ouais, mais d'ailleurs, la légende dit qu'il a défoncé Jay-Z en 1v1 dans un battle. Dans un battle, ouais. Et depuis ce jour-là, Jay-Z a eu le seum contre lui. Exactement. Et elle a saboté sa carrière. C'est ça. Il y avait même des gens qui disaient que DMX, quand il faisait des battles à l'époque, mon chien, il le baguait. Mais bon, ça, personne pourra le confirmer. Mais voilà, DMX, après, moi, pour juste pour finir mon propos, DMX, pour moi, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est que moi, je suis pas de la génération Tupac et Biggie. Moi, c'est de la génération de DMX. Voilà, moi, si jamais, d'ailleurs, je vais faire une dédicace à mon frère Salif. Si jamais j'ai écouté un artiste américain vraiment mais avec passion à l'époque, c'était DMX. Et DMX, dans mon imaginaire, c'était la puissance incarnée. C'était la force. C'était le voyou ultime, impossible à... Voilà, il est trop fort. Il parle plus fort que toi. Il a un chien. Il a une équipe, parce que quand tu regardes Rough Rider Anthem, le clip, je crois qu'il y a personne qui fait moins de 100 kilos. Et voilà. Et moi, je suis un adolescent à cette époque-là. Et c'est là, dans cette période de ma vie, que je vais regarder ces films-là. Et donc, forcément, quand je regarde En Sursis, à l'époque, je l'aime bien, le film. Parce que il me vend le DMX un peu, voilà, coup de genou. Dans Hors Limite, à un moment, il y a des chiens.
il arrive à faire un wall jump pour esquiver les chiens. C'est n'importe quoi. Mais à l'époque, ça m'avait pas dérangé. Mais là, quand je l'ai revu, je me suis dit, mais putain, mais c'est nul. Mais parce que, mais c'est pas le film qui est mauvais, c'est moi qui ai changé. Et voilà, je te laisse la parole. En fait, ouais, non, t'as résumé parce que dans le sens où t'as tes yeux, c'est plus des yeux d'enfant, de fanboy, etc. Donc, ouais, DMX, après, il a eu une carrière cinématographique, elle a été chaotique, hein. Ah, après, c'est la merde. Beaucoup de direct ou DVD. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux films parce que c'est ces deux seuls films qui sont sortis au ciné. Et, non, en vrai, c'était nul après, juste derrière. Mais, fallait comprendre l'impact qu'il avait à l'époque et dans ses chansons et tout, parce que c'était pas du gangsta rap, tout ce que tu veux, c'était vraiment, il rappelait la rue, les problèmes sociaux, la misère, etc. Tout en gardant ce style de mec. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils aiment bien mettre des marques de luxe et tout. Bah, lui, non, le gars, il était en baggy team, quoi. Ouais, vraiment des trucs abordables que tout le monde pouvait se payer, en vrai, dans le quartier. L'énergie dans ses paroles. Ah, l'énergie. Vraiment, et les clips aussi, les clips qui étaient super beaux, qui parlaient à tout le monde, parce que, comme il dit ABD, on est dans l'ère Didi, rap champagne, etc., caviar, si t'es pauvre, ben, tu pues la défaite, etc. Lui, il est arrivé, là, je suis dans la rue, je suis avec des chiens, je suis avec des quads, mes potos, ils sont là, ça rigole et tout, mais tu le vois pas, joint, avec un joint, etc., à faire le fanfaron. Non, le gars, il a la haine. Et puis, il a la haine. C'est une convergence, c'est l'émergence de Swiss Beats qui... Et c'est surtout son storytelling dans ses histoires, enfin, les histoires qu'il raconte, tu vois. Des fois, il partait en vrille, tu vois. Des fois, il y avait des sons où il te disait, voilà, des trucs, laisse tomber. Mais il y a des fois, quand il racontait des histoires, il était prenant, tu vois, vraiment prenant. Et c'est là que tu vois qu'il avait cette image-là de rapper dur comme un barbare, mais t'écoutais le message. Et le message, il passait, tu vois. C'est un peu comme tes parents qui t'engueulent. L'émotion. Ouais, tu vois, tes parents, quand ils t'engueulent avec la haine, la rage et tout, ils essaient de te faire passer un message, mais forcément, comme ils crient et tout, tu captes pas. Bah, ouais. Je trouvais que tu mémorisais plus ce message-là, tu vois. C'est ton grand frère qui a fait des erreurs et qui te crie dessus pour te dire, ouais, pas la même chose que moi, tu vois. Pas les mêmes, ouais. Et c'est ça. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui est le rôle qu'il tient. C'est toujours un peu un chef de meute. Une meute qui va rapporter aussi un peu à ce côté un peu chien, les animaux, voilà, l'imaginaire a été respecté dans les films, au dépit du scénario et peut-être aussi de la cohérence. Voilà, c'était ma conclusion. Bah écoute, hein, c'est tout pour moi. C'était une magnifique partie 3. Merci à BD de tout. Mais merci à toi. Tu as bien bossé, félicitations. Ah, j'ai essayé. C'est un peu dur parce que j'ai tellement de choses à dire. Mettez-lui plein d'applaudissements en commentaire. Pour une fois que je bosse. Oh, arrête. Ah, d'habitude, non. Ah, mais comme c'est toi qui a abordé le truc et tout, je suis content. Ouais, je tenais à faire un truc intéressant. T'as raison. Bon, écoute, ABD, c'est tout pour nous, hein, c'est la fin. C'est la fin. Je vous fais pas de rappel par rapport aux réseaux sociaux, ça sert plus à rien. Vous êtes déjà parti à ce niveau de la vidéo, donc on se retrouve bientôt. Si vous voulez nous chercher, cherchez bien. Voilà, c'est tout. C'est facile. Voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, All Geek Podcast. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Apple, Deezer et tout, Spotify partout, hein. Et compagnie. Partout, en fait. Bientôt sur Radio Africa. Non, je rigole, c'est pas. Inch'Allah. Et sur Beurre FM. Non. Ah, sur Beurre FM, c'était la consécration. Un JCVD sur Beurre FM. Allez. Sur ce, ABD, on se dit à la prochaine. Mon gars, Ali, vas-y, hein. Prends soin de toi. Portez-vous bien. Peace. Peace.